Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 des Rendez-vous de l'excellence 5.0. Mon nom est Véronica Marquez. Il me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, nous allons continuer à discuter de l'excellence dans un contexte de l'industrie 5.0. Je vous remercie d'être avec nous. Je voudrais aussi remercier ASQ Montréal de la participation ce mois-ci parce que chez ASQ International, le mois de novembre est en fait le mois de la qualité. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne manière de parler de qualité dans le mois de novembre. Notre invité aujourd'hui est Raymond Dyer. Je dois vous dire que je connais Raymond depuis plusieurs années. Nous sommes collaborateurs au sein de ASQ. Il est un expert en qualité. Il a travaillé dans plusieurs organisations, plusieurs industries, dans différentes fonctions du milieu de la qualité. Bonjour Raymond. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de commencer dans les questions, je voudrais encourager les gens à utiliser le chat sur LinkedIn. Vous nous voyez, nous, on ne vous voit pas malheureusement, mais vous pouvez marquer vos commentaires et on va pouvoir les voir. Donc, soit vous pouvez nous dire un petit bonjour, nous dire de quel endroit à quel endroit vous êtes connecté. C'est toujours plaisant de savoir où les gens sont situés. Mais aussi, si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez ajouter sur la discussion, n'hésitez pas à les marquer sur le chat. On va pouvoir les voir et y répondre au fur et à mesure. Alors, Raymond, aujourd'hui, on va parler de la qualité. Mais avant de parler de ça, pour que les gens puissent savoir qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la qualité? OK. J'ai commencé ma carrière dans le développement de produits. J'avais un baccalauréat en biochimie, puis je voulais me développer. Donc, j'ai entamé un MBA à temps partiel à McGill qui avait comme un focus la stratégie de l'entreprise. Et je trouvais ça bien parce que ça me permettait de comprendre de plus en plus comment que toute une entreprise travaillait ensemble pour un but. Et j'ai été nommé sur une équipe de jeunes directeurs pour donner des conseils à l'équipe senior exécutif de l'usine. Et une des choses qu'on a avancé, c'était l'adoption d'un programme de gestion intégrale de la qualité, ce qu'on appelait TQM en anglais, que je trouvais me cherchait exactement dans les études que je faisais parce que ça touchait tout le monde. On parlait de toutes les équipes et comment ils travaillaient ensemble. Et ça a donné les notions de qualité que j'ai renforcées à partir du moment où je suis allé prendre un poste officiel en qualité. J'étais instructeur du système d'éducation de qualité selon la technique Crosby et je suis allé dans un mandat d'un enregistrement ISO 9002 dans le temps. Ça n'existe plus, là, mais... Et je voyais que ça s'alignait beaucoup. Les concepts, les notions se transfèrent très, très bien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Comme MBA, comité de jeunes exécutifs, un intérêt pour la qualité, gestion intégrale de la qualité au début, puis après ça, c'était vraiment gestion d'un système de management de qualité. Tu as travaillé dans plusieurs industries, tu as travaillé dans différentes compagnies. Selon toi, c'est quoi les besoins dans les organisations aujourd'hui par rapport à la qualité? C'est vraiment d'adopter et adapter nos façons de faire selon des exigences qui s'appliquent à tous les compagnies. C'est sûr qu'il y a des spécialités, il y a des techniques qui vont être spéciales par rapport à certaines industries, manufacturiers puis des services vont être un peu différents, dépendamment du produit, il y a d'autres considérations à prendre en compte, mais les notions sont toutes là, dans le sens, un des premiers messages, c'est l'implication de la direction. Si elle n'est pas là, on ne peut pas avancer. La documentation, la formation, l'implication des employés, la reconnaissance, des systèmes d'action corrective, d'analyse de risque. C'est toutes des notions qui se transportent dans n'importe quelle industrie à des degrés différents, des complexités différentes. Donc, puis je pense que c'est vraiment ça, c'est tous les compagnies ont à bénéficier de ces bonnes pratiques-là. Puis aujourd'hui, Raymond, avec tous les changements qu'on voit au niveau de la technologie dans les organisations, au niveau du machine learning, de l'intelligence artificielle,
Est-ce que la qualité a changé un peu? Est-ce qu'on gère la qualité différemment ou c'est encore les mêmes pratiques qui sont mises de l'avant? Non, effectivement, la technologie aide quand on s'en sert intelligemment. On a accès à plus de données. C'est merveilleux, mais on a besoin aussi des outils. Quand la quantité de données vient tellement large qu'on ne peut plus, même avec des tables pivots de Excel, comprendre ce qui se passe, mais c'est là où on rentre dans ces techniques-là de machine learning, l'apprentissage de machine et de l'intelligence artificielle. Ça nous aide. Même juste la collecte des données. Avant, c'était un laboratoire qui écrivait ça sur un petit livre. Là, maintenant, c'est des machines qui l'entreposent automatiquement et c'est transmis automatiquement, beaucoup, beaucoup moins de probabilité d'erreur de transcription. Donc, oui, ça c'est vrai. Oui. La technologie est là. Je vais montrer mon âge, mais au début, on disait que les ordinateurs étaient surtout pour aider les secrétaires à sortir des documents et tout. Là, maintenant, tout le monde travaille avec un portable. C'est notre outil de performance. Mais le fait aussi qu'on a accès à plus de données, plus rapidement, plus précis, d'un côté, c'est bon parce qu'on a de l'information, mais d'un autre côté, on est en train de vivre comme je ne sais pas comment appeler ça, mais une surenchère de données, une capacité énorme de données qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Et toi et moi, on a déjà eu la discussion sur l'automatisation. C'est super, l'automatisation, ça va aider beaucoup de choses au niveau de la production, au niveau de l'efficacité, de l'efficience. Mais si on ne comprend pas bien comment gérer la qualité au départ et comment nos processus peuvent être améliorés au départ, l'automatisation fait seulement qu'amener ou créer plus rapidement un produit ou un service qui a un défaut. Donc, oui, la technologie peut vraiment aider à gérer la qualité, mais il faut aussi bien comprendre les processus, les méthodes de travail, les informations et comment gérer toute cette information-là. Absolument. On disait que l'automatisation faisait juste faire un processus qui ne fonctionne pas, aller pire plus rapidement. Ça prend tous les outils de compréhension d'un bon processus, les outils de qualité qui nous aident à identifier c'est quoi les problèmes pour être capable de les résoudre. L'automatisation fait juste augmenter la vitesse de faire les affaires. Et on espère, parce que c'est pas toujours parfait non plus, on espère que ça enlève le facteur humain de faire une erreur d'entrée. Oui, oui, tout à fait. Les fameux copier-coller, hein? On prend les informations sur un fichier, on les met dans l'autre, copier-coller, c'est toujours un risque qu'on fait pas la bonne chose. C'est ça. Mais on parle des besoins et tout ça, mais si on revient à la base, en amélioration continue, on parle de nos définitions opérationnelles standardisées. Si on revient à la base, c'est quoi la qualité? Ça veut dire quoi quand on parle de qualité dans une organisation? C'est drôle parce que, comme tu le sais, là, il y a eu beaucoup, je ne connais pas l'expression en français, des gourous, des maîtres de la qualité, Juran, Deming, Crosby. Tout le monde avait une définition qui se ressemblait un petit peu, mais qui prenait une tangente un peu différente. Moi, ma définition de qualité, elle ressemble peut-être plus proche à ce que Philip Crosby disait. Il disait que c'était de rencontrer les exigences. Donc, quand on parle d'un client, mais je vais au-delà de ça, parce que pour moi, c'est important de rencontrer les exigences et les besoins, qu'ils soient stipulés ou non. C'est pas juste les spécifications techniques à rencontrer, mais c'est qu'il faut que ça rend le service, le bénéfice au client qu'on désire. Et on mentionne souvent le client, mais ça peut être un client externe, ultime. Ça peut être un client interne, le prochain dans le processus. Il y a besoin qu'on fasse des choses d'une certaine façon pour que cette personne-là puisse continuer correctement. Ça veut dire de clarifier avec nos fournisseurs nos exigences et nos besoins quand il y a au début pour être préventif et puis après ça pour être correctif s'il y a un problème. Ça revient vraiment à rencontrer les exigences et les besoins du prochain stakeholder qu'on essaie d'adresser. Oui, tout à fait. Puis, c'est toujours, je trouve ça tout le temps particulier que dans le milieu de la qualité, la même chose en amélioration continue,
on prêche la standardisation, on prêche la qualité, on prêche différentes choses qui sont qui ont des terminologies quand même assez fortes, mais malgré tout, ces terminologies-là ne sont pas standardisées d'une entreprise à l'autre ou d'une industrie à l'autre. Donc, je trouve ça toujours un peu ironique, cette réflexion-là. Mais tu parlais tantôt les exigences, les critères. Oui, il y a le client interne qui reçoit ce que nous, on fait, donc notre partenaire qui fait l'étape subséquente à celle que nous, on a fait. Il y a le client aussi. Mais dans la qualité, surtout dans certaines industries, il y a énormément d'exigences réglementaires aussi qui doivent être respectées pour assurer la protection du consommateur, pour assurer la protection des usagers. Mm-hmm. On parlait tantôt des industries différentes qui sont très présentes ici autour de Montréal. Puis quand on parle de l'aérospatiale ou de la pharmaceutique, ils ont énormément de standards et des règlements additionnels qu'une compagnie qui fabrique un moteur sous contrat n'aurait pas à toucher. Ouais. Donc, effectivement, c'est très, très dépendant de l'industrie et des exigences de cette industrie-là. Mais en même temps, puis on a eu un exemple, malheureusement, on a eu un exemple parfait de la nécessité des critères réglementaires pendant l'année quand le petit vaisseau qui allait voir les vestiges du Titanic a implosé. Malheureusement, c'est un exemple parfait pour montrer à quel point ces critères-là, ces réglementations-là sont importantes pour protéger le public, mais aussi pour s'assurer d'une certaine intégrité dans les processus de fabrication, d'inspection et de validation. Mm-hmm. Et il y a une notion en qualité qui est très pertinente à ce niveau-là, c'est que on espère qu'il va y avoir des actions une fois que quelque chose s'est passé, mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est de prévenir, et ça veut dire une analyse de risque. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils différents, une complexité différente pour le faire. Naturellement, un vaisseau souterrain, sous-marine comme ça, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'exigences et complexités à regarder, mais c'est la même chose pour un nouveau médicament qu'on sort. Il y a beaucoup de choses pour être préventif et ne pas avoir à subir quelque chose à long terme. Donc, et puis, cette notion de risque-là, c'est encore quelque chose de très important qui a été introduit dans les dernières versions, surtout de ISO 9001. Oui. Donc, c'est vraiment des bonnes pratiques de bien penser à nos affaires. Puis des fois, les gens, un des exemples classiques, c'est la sécurité de l'information. Mm-hmm. On dit, ça prend de former notre monde, faire ci, faire ça, puis tout le monde voit les coûts au début. Puis tout ce que ça prend, c'est un événement, et on s'aperçoit que les millions qui sont impliqués, là, on aurait dû faire de la prévention, de la formation à l'avance. Oui, tout à fait. Puis malheureusement, c'est un peu comme on parlait avec Sophie lors du premier épisode avec l'éthique, où on parlait que il y a un côté proactif à tout ce qu'on discute qui malheureusement n'est pas toujours vu. Puis souvent, les compagnies vont réagir suite à un événement, suite à une situation qui là fait en sorte que on doit mettre, à part certaines industries qui n'ont pas le choix que pour opérer, elles doivent suivre des critères de qualité, mais il y a beaucoup d'industries qui vont réagir à des situations qui arrivent sur le marché au lieu de prévenir parce que la planification, la prévention, on le voit comme une dépense qui ne vaut pas vraiment la peine, mais au bout du compte, ça peut nous aider non seulement à grandir plus vite ou à faire face à des situations plus facilement, mais à éviter justement des situations drastiques où il peut y avoir des pertes de vie, où il peut y avoir des incidents ou des accidents majeurs qui ont un impact énorme sur la réputation de l'entreprise, sur la clientèle, sur la sécurité, sur plein d'informations qui peuvent être partagées ou manipulées. Donc, c'est vraiment faut vraiment qu'on change notre mindset, notre manière de voir la chose que, oui, il y a un coût associé à la planification, à la prévention, mais le coût est toujours moindre que si on doit répondre à une situation qu'on n'a pas vu venir parce qu'on n'a pas fait une bonne gestion des risques. C'est ça. Puis, parlant des risques aussi, c'est relativement nouveau, je pense, avec ISO dans la version de 2018, 2015, je ne sais plus quels numéros sont rendus, mais la gestion du risque standardisée dans les ISO, c'est relativement nouveau. Mais avec la pandémie, je pense qu'on s'est rendu compte à quel point la gestion du risque est maintenant importante pour être capable non seulement d'être plus agile, mais d'être plus résilient, puis d'être capable de se relever plus rapidement de toutes ces situations-là qui arrivent sur le marché. Donc, le risque en qualité aussi, il est aussi important que n'importe quel autre risque dans l'organisation. Oui,
Absolument. Et puis, effectivement, la pandémie a mis en avance les gens à travailler de la maison, comment les connecter, comment s'assurer que les pratiques qu'ils utilisaient à la maison soient bonnes, que si c'est un ordinateur personnel qui se servait, parce que certaines compagnies se fiaient là-dessus, que tous les antivirus nécessaires et tout était mis en place. C'est effectivement, ça touche l'entreprise au complet, mais la notion de risque, elle a toujours été un peu là parce qu'on avait des actions correctives et préventives. Et puis la notion d'action préventive, c'était d'éviter que quelque chose arrive. Oui. Là, ils ont enlevé cet aspect-là ou ce langage-là, puis ils l'ont plus formalisé au niveau de gestion de risque. Gestion de risque, parfait. Alors, dans ton expérience, toi, en qualité, dans ce que tu as fait dans les différentes industries, les différentes organisations où tu as travaillé, est-ce que tu as des exemples concrets, sans nommer aucune organisation, mais des exemples que tu peux partager avec nous sur une gestion de qualité, proactif ou réactif, mais l'impact que ça a pu avoir autant chez les employés que chez les clients ou l'entreprise elle-même? Donc, ma première compagnie, c'était un fabricant, un centre de fabrication d'explosifs et de détonateurs, etc. Et ils avaient embarqué dans un programme de, comme j'ai dit, gestion intégrale de la qualité et je suis devenu un instructeur. Et pas juste pour les gens de l'usine, mais étant donné que c'était un programme qui prenait d'ampleur à travers l'organisation, j'ai même été demandé de participer, puis je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait une fin de semaine de fête des pères, là, mais je l'ai fait à Montréal. Il y avait un paquet de gens des usines différentes et des fonctions, même des vendeurs, des gens de marketing qui ont participé à cet exercice-là parce qu'ils voulaient vraiment déployer une bonne compréhension des processus de qualité. Okay. Puis bon, après ça, mais je me suis retrouvé avec un bureau chef à Montréal où on avait 3 usines en Nouveau-Brunswick, il y en a 3 Bécancour, puis un autre à Cornwall, où il fallait aller chercher une certification ISO 9002. Et ça, c'était une coordination, ça me prenait vraiment une équipe de gens qui comprenaient l'importance, qui déployaient en dedans de chez eux. Et moi, souvent, mon rôle, c'était de partir de Montréal puis aller faire des audits avec les gens localement pour s'assurer que le système était en marche, mais ça prenait de la communication, de la documentation, de la formation, la sensibilisation à l'importance de ce qu'on essayait d'accomplir. Donc, ça, c'est un des exemples dont je suis le plus fier. Et après ça, c'était, bon, on parlait de copier-coller. C'est devenu un peu ça avec toutes les autres compagnies où c'était le leadership de mettre en pratique les bonnes pratiques du standard ISO 9001. Des fois, c'était pour des recertifications, ce qu'on appelle des audits de transition, où on passait d'une année de version à une autre, ou juste de maintenir la surveillance des systèmes de qualité, aider à simplifier la documentation. C'était toujours la préoccupation, c'est de rendre les choses plus intelligentes, plus faciles pour les gens qui s'en servent. Ça ne donne à rien d'avoir une procédure de 10 pages pour un employé qui ne va pas le lire parce qu'il connaît ce qu'il fait. Tout ce que ça prend, c'est un bon flowchart, un diagramme Une cartographie. Une cartographie qui permet à l'employé avec une bonne formation, parce que c'est ça, on n'évite pas la formation en donnant une procédure de 10 pages. On fait une bonne formation avec cette cartographie-là pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis ils peuvent toujours y référer. Et là, ça va être pertinent maintenant pour eux. Donc, mais tu as dit quelque chose d'intéressant au tout début quand tu disais que la compagnie avait mis ça en place, puis que, bon, c'était pendant un week-end, les gens de l'usine étaient là, mais qu'il y avait des gens de d'autres départements. Il y avait du monde des ventes qui était là, de d'autres équipes. Donc, la qualité, c'est un peu comme la santé-sécurité, c'est l'affaire de tous dans une organisation. Absolument. Et non, quand je parlais de d'autres personnes, c'est que ma formation dans l'usine, ça prenait tous les départements. Mais la formation qu'on a faite sur la fameuse fin de semaine, c'était d'autres divisions de la même compagnie à travers le Québec. Donc, il y avait d'autres usines et il y avait aussi des bureaux de vente et tout. Des participants de tous ces édifices-là sont venus centraliser à Montréal pour faire la formation. Donc, ça montrait jusqu'à quel point ce n'était pas juste notre petite usine, c'était rendu un programme coopératif de s'impliquer là-dedans. Puis effectivement, ça influence tous les départements. Chacun peut comprendre.
Donc, oui. Mais j'imagine aussi, Raymond, que quand tu lances un programme comme ça dans une organisation, surtout s'il y a différents sites à travers le pays, disons, ou à travers un continent, chaque site va apprendre des choses à leur vitesse. Des fois, on va bousculer parce qu'on a des délais à respecter, mais chaque site va apprendre des choses un peu à leur vitesse. Et ça doit être quand même assez important d'avoir une manière de rassembler toute cette connaissance-là qui est cumulée dans tous les endroits pour que ce ne soit pas tout le monde qui ait à réinventer la roue, comme on dit, mais qu'on puisse apprendre des apprentissages de chacun. Donc, la communication interne dans un déploiement comme ça doit être assez importante. Absolument. Et ça se fait par réseautage. Ça se fait vraiment par équipe de réseautage. J'étais dans une compagnie en télécommunication où on faisait des audits de fournisseurs. Et le problème, c'est que des sous-contractants en réalité. Là. Et le problème, c'est que le pauvre sous-contractant, il se faisait visiter par une division de cette compagnie-là, après ça par une autre division, des choses différentes et tout. Donc, une des tâches que j'ai faites, c'est que, bon, j'ai pris des responsables des divisions différentes. On s'est créé j'aime pas le mot comité, une équipe de réseau pour s'assurer qu'on ait des listes de questions pertinentes et applicables pour toutes les business différents. Et on se forme dans qu'est-ce qu'on cherche. Comme ça, si moi, j'allais faire un audit au Mexique sur un sous-contractant, mais mon collègue à Calgary serait prêt à dire, OK, j'ai les résultats, je connais et j'accepte. Je ne suis pas pour aller faire un autre audit à ma sauce pour le refaire. Donc, mais un tel exercice, ça prend vraiment l'engagement de tout le monde c'est prendre la participation d'un réseau de professionnels pour s'entraider. Mais d'où l'importance aussi, comme tu mentionnais au début, que ça part de l'équipe de leadership. Il faut qu'il y ait une vision commune de qu'est-ce qu'on veut atteindre, de comment on veut le déployer. Il faut que ça devienne une partie intégrante de qui on est comme équipe et comme organisation. C'est ça. Puis les deux plus importantes, c'est que l'équipe de leadership dise qu'est-ce qu'ils veulent accomplir et qu'après ça, la fameuse expression que les bottines suivent les babines, en d'autres mots, qui mettent les ressources en place. Là. Ils ne disent pas, ben, il faut accomplir ça, puis ben non, c'est trop dispendieux d'embaucher 3 personnes pour le faire. Là. Non, Ouais. il faut qu'ils suivent leur mandat. Il faut qu'ils soient sourcés. Puis ça, c'est une des exigences d'ISO, c'est de faire une revue de direction pour voir si on a les ressources nécessaires pour accomplir les objectifs qu'on s'est mis. Oui, d'ailleurs, Lynn vient de marquer dans le commentaire. Merci, Lynn. Allô, Lynn, en passant. À tous ceux qui sont avec nous, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On les voit rentrer, donc on va pouvoir y répondre quand on les voit passer. Mais Lynn vient de marquer la qualité concerne tous les niveaux et les départements de l'organisation. Et aussi, il faut intégrer autant les fournisseurs et les clients. Donc, c'est l'ensemble des parties prenantes qui font partie de créer de la qualité dans une organisation. Ce n'est pas juste une équipe. Oui, absolument. Donc, toi, tu parlais tantôt des audits que vous faites avec des sous-contractants ou avec des fournisseurs, qui a une vision quand même globale parce que vous voulez éviter que 8 personnes de la même organisation se déplacent 8 fois pour aller voir le fournisseur. Donc, il y a un impact d'économie de coût pour la compagnie, donc pas faire 8 déplacements, mais même pour le fournisseur, ça lui montre aussi un front commun ou une équipe, un front commun, je trouve c'est un peu agressif, mais une communauté avec laquelle elle peut travailler et avec qui elle peut développer des nouvelles pratiques et des nouvelles méthodes pour continuer, elle aussi, à s'améliorer avec son client. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça qu'on fait, mais avec les clients, comment est-ce qu'on travaille la qualité avec le client de l'autre côté de notre chaîne d'approvisionnement? Mais avec le client, c'est un des éléments du standard qui est accentué à plusieurs places, c'est la satisfaction du client. Donc, en d'autres mots, c'est de ne pas juste dire voici les specs, voici le produit, voilà. C'est de trouver des façons de permettre la rétroaction, le feedback sur s'ils ont été satisfaits, oui ou non. La compagnie à laquelle je travaille à l'instant, on fait d'une façon standard quand on a un service technique, quelqu'un nous appelle parce qu'il y a un problème. Ça fait partie du sondage de savoir comment ils ont évalué et la résolution du problème et le soutien de la personne impliquée.
Quand on fait de la formation aussi pour les clients, mais aussi à l'interne. Et là-dessus aussi, on a des sondages qui parlent de la qualité du présentateur, la valeur de l'information obtenue. Donc, et puis, naturellement, avoir quelque chose de quantifiable, c'est numérique, ça nous permet de bien apprécier si on rencontre un objectif ou non. Mais le vrai trésor en arrière de ça, c'est les commentaires qui expliquent ce qu'on appelle le verbatim. C'est Oui. de tous les commentaires qui nous donnent des pistes de « Ah, OK, d'autres opportunités d'améliorer. » Le chiffre est important pour pouvoir se comparer, pouvoir se mesurer, voir si on s'en va dans la bonne direction, mais effectivement, les commentaires, c'est ce qui nous permet de qualifier le chiffre et de bien comprendre le chiffre veut dire quoi exactement. Fait que oui, c'est un ensemble des deux. Même avec les fournisseurs, je pense que ça s'applique aussi. Des mesures quantifiables et des commentaires, des objectifs plus subjectifs ou des commentaires plus subjectifs qui nous permettent de comprendre ce que la donnée nous indique. Oui. Et je veux juste faire une petite parenthèse autour des sondages, des questionnaires et des choses comme ça. Ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. J'avais un fournisseur qui m'envoyait un formulaire 3 double. Tu écrivais, donc c'était à main. On parle des années 80, OK? Donc, on écrivait à main. Il y avait, je pense, 5 questions et jamais, 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 c'était de 1 à 10. Oh oui, 1 à 5. On garde ça simple. C'est Oui. vraiment pour avoir un aperçu. Il l'envoyait, puis une enveloppe pré-étampée qu'on fait juste remplir, mettre dans le courrier, puis ça retournait. On envoyait ça à peu près tous les 3 mois et ça me faisait un plaisir de le remplir. Là, Ben, maintenant, on a des sondages que ça prend comme si c'était 45 minutes, puis voilà, je décroche. c'est trop long. Mais justement, tu amènes un point intéressant. Depuis le temps que tu travailles en qualité, qu'est-ce que tu as vu comme changement majeur dans le milieu de la qualité depuis tes débuts? Est-ce que, à part l'utilisation de l'informatique qui est plus présente, mais est-ce que tu as vu des changements importants dans la gestion de la qualité? J'ai appris et j'ai vu. Donc, je commençais avec gestion intégrale de la qualité. Après ça, c'est surtout ISO. Mais après ça, j'ai appris d'autres modèles. C'est sûr qu'ils se recoupent, mais ils amenaient une autre dimension, une autre facilité, des outils différents pour perfectionner les analyses. Donc, j'ai joué avec les notions de Lean Mhm. pour vraiment comprendre ce que je fais. Est-ce que ça ajoute de la valeur, oui ou non? C'était surtout la détection et l'élimination des activités non valeur ajoutée. Oui. J'ai même fait une formation ceinture verte en Six Sigma qui encore nous permettait d'analyser, en utilisant beaucoup de statistiques, entre autres, de comprendre nos données pour bien cibler le problème. Parce que souvent, le problème, c'est les gens partent et ils disent « Je le sais, c'est quoi la cause. » Ils travaillent dessus, puis finalement, le problème, il revient. Donc, c'est que ça prend vraiment une gestion intelligente des outils Oui. pour vraiment déterminer les causes et vraiment les adresser. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu apportes parce que moi, avant de commencer à collaborer avec ASQ Montréal, dans ma tête, la qualité, c'était l'assurance qualité puis le contrôle qualité. Je n'avais pas compris qu'il y avait tant de branches que ça de qualité parce que dans mon milieu, c'était juste ça que j'avais vu. C'était contrôle qualité, assurance qualité. Je n'avais pas vu une approche systémique de l'organisation par rapport à la qualité. Mais là, tu viens de parler de Lean, de Six Sigma. Donc, dans la gestion de la qualité, on intègre de plus en plus l'amélioration continue, les pratiques d'excellence opérationnelle. Donc, la qualité, dans les années, depuis que tu... Voyons, ma phrase n'a pas de sens. Depuis que tu travailles en qualité, est-ce que la qualité ou la gestion de la qualité dans les organisations a changé? Est-ce qu'on a passé d'un mode où on était vraiment plus au niveau de la production et là qu'on élargit la vision de qu'est-ce que c'est que la qualité pour intégrer davantage d'actions? Est-ce que ça l'a changé ou c'est resté pareil? C'est juste qu'on en parle différemment aujourd'hui? Non, ça l'a changé parce que la première compagnie, et puis c'est vrai, on fait souvent un diagramme de 3 cercles. Contrôle de qualité, Mhm. il y a assurance de qualité qui incorpore le contrôle de qualité et il y a la gestion, le management d'un système de qualité qui comprend tout ça, qui va au-delà de juste l'assurance qualité.
Et moi, la première compagnie que je travaillais avec, le contrôle de qualité, j'étais impliqué, je comprenais tous les tests qu'ils faisaient et tout. Ils avaient un certain système d'assurance qualité, mais ça restait là. Il n'y avait pas de notion d'un système de gestion de la qualité. Ça s'est introduit avec gestion intégrale de la qualité et éventuellement sont allés chercher, j'avais déjà changé de compagnie, mais sont allés chercher une certification ISO après ça. Donc oui, les notions ont changé, les gens ont commencé à apprécier que ce n'est pas juste de tester quelque chose, c'est de comprendre où sont nos risques et où est-ce qu'il faut faire les tests. Et ça, c'est l'assurance qualité. Puis après ça, c'est d'aller au-delà et c'est de se dire de se doter des processus comme l'implication de la direction, de la formation, de la reconnaissance, des actions correctives, de s'assurer qu'on continue de s'améliorer. Parce que la notion finale, c'est d'amélioration continue. C'est toujours d'améliorer, que ce soit surtout avec beaucoup de la technologie, mais aussi beaucoup avec la formation, l'implication. La personne qui peut résoudre un problème sur une machine, généralement, c'est pas, je ne veux pas dénigrer les ingénieurs, mais c'est pas le CEO. Ça peut être l'ingénieur avec de l'aide, mais il faut en parler avec l'opérateur. C'est l'opérateur qui va avoir l'aperçu de voici ce qui se passe. Oui, mais en ligne, on va dire qu'on veut parler à l'expert du processus, puis l'expert du processus, c'est la personne qui travaille sur ce processus-là tous les jours. Donc, c'est un peu la même chose en qualité. Et puis ça, là-dessus, je dirais, c'est qu'avant, on disait le directeur de qualité, c'est lui qui est responsable de la qualité. Puis je sais que j'ai frustré énormément un auditeur, un très cher ami que j'ai perdu, parce que tout le monde, quand il les auditait, puis il dit c'est qui est responsable de la qualité, j'ai dit reformule ta question. Dis, demande c'est qui le représentant de la direction sur la qualité. Ils vont te la donner la réponse, c'est que c'est moi. Mais si tu demandes c'est qui est responsable de la qualité, ils vont tous te répondre on l'est tous. Parce que c'est ça ce qui a changé. C'était la vision de dire c'est une personne le policier qui gardait la qualité en contrôle, qui avait tous les outils, et on a démocratisé ça pour que ce soit l'ensemble de la compagnie, et incluant la direction qui pouvait participer dans des résolutions de problèmes. Dans les années 80, début 90, c'est là qu'on a commencé à parler plus de Six Sigma. C'est là qu'on a présenté la méthode Toyota en Amérique du Nord avec le livre The Machine That Changed the World. Est-ce que tu as vu une influence sur la gestion de la qualité provenant des méthodes de Toyota et de Six Sigma? J'en ai vu. J'ai même emprunté certains des outils, des façons d'adresser les affaires. Il y a des outils, certaines industries ont développé des outils de 8D ou de 3A et des choses comme ça. L'industrie automobile a été très, très participant à développer à l'avance des outils comme Failure Modes and Effects Analysis, FMEA. Oui, la MDEC en français. Ah, OK, ça, je ne le connaissais pas. Mais c'est que tous ces outils-là ne s'appliquent pas nécessairement également à toutes les compagnies différentes. Il faut vraiment choisir les modèles. Des fois, ça va être, laisse faire ISO, ça va être Lean, qu'on a besoin de se concentrer dessus. Ils finissent par se recouper. Là. Quand on regarde le modèle de MEC, puis on regarde Plan, Do, Check, Act, c'est planifier, faire, vérifier, puis agir. Les étapes sont assez. On peut mapper, on peut faire un suivi. Puis c'est tout par rapport à planifier les affaires, comprendre nos données, faire de quoi avec, vérifier, voir si ce qu'on a fait améliorer la situation, puis après ça, agir. Agir en termes de s'assurer que ça reste en place, continuer de l'améliorer, ajouter des ressources, réétablir ou redistribuer des ressources. Toutes les notions reviennent, mais chaque outil, chaque compagnie va trouver quelque chose qui va plus dans leurs égards. Je me rappelle, j'ai invité, parce que j'ai enseigné au HEC aussi, puis j'ai invité un directeur de qualité d'une organisation, puis eux, c'est leur façon d'être, leur outil, c'était Six Sigma. Ils étaient vraiment autour de ça. C'est
pas que l'aspect lean était moins bon ou moins important, c'est juste qu'il s'était concentré sur ça, puis d'essayer de déployer et s'assurer que les gens comprennent les outils pour s'en servir. Parce que des fois, trop d'outils, C'est mélangeant. ça Ouais. peut être assez mélangeant aussi. Oui, mais moi aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'amélioration continue, c'est le Six Sigma que j'ai appris en premier. Puis pendant mon parcours de certification de Six Sigma, c'est là qu'on a commencé à parler de Lean Six Sigma ensemble. Mais malgré tout, quand on fait Lean Six Sigma, c'est quand même prépondérant. C'est le Six Sigma qui est très prépondérant. Le Lean est comme un ajout à différents éléments. Tandis que pour ma part, je trouve que le Lean est une manière beaucoup plus démocratique de faire de l'amélioration continue parce que on peut former pas plus facilement, mais on peut l'amener plus facilement sur le terrain. On peut impliquer les gens sur le terrain, je trouve, beaucoup plus facilement dans du Six Sigma que dans du dans du Lean que dans du Six Sigma. Le Six Sigma, par son côté statistique, qui demande une formation plus poussée, plus avancée, je trouve qu'on se trouve à créer en quelque sorte un genre de tour d'ivoire d'experts Six Sigma qui peuvent gérer des projets, puis qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les projets, qui font les projets, mais qui n'ont pas la compréhension totale de ce qui est fait. Tandis que je trouve que le Lean a une manière plus démocratique d'amener l'amélioration continue sur le terrain et qui fait participer beaucoup plus les gens. Non. Mais par rapport à... Oh, vas-y. Non, je voulais juste dire que moi, de mon côté, je préférais plus appliquer Lean avant Six Sigma parce que pour moi, Six Sigma, c'était de regarder un processus puis réduire la variabilité. Tandis que Lean te suggérait qu'est-ce que tu n'as pas besoin de faire. Ça ne donne à rien d'améliorer la variabilité sur quelque chose que, dans le fond, tu ne devais même pas être en train de faire. Donc, pour moi, Lean, c'était intelligent d'appliquer Lean avant et Six Sigma après. Oui, mais de plus en plus, il y a beaucoup d'écrits qui vont dire que le Lean a aussi un incidence sur la variabilité. Que le Lean n'est pas juste sur le gaspillage, mais qui va aider à réduire la variabilité aussi parce que, en fait, là, on rentre dans une autre conversation, mais quand le Lean a été introduit en Amérique du Nord, on a mis l'accent sur le gaspillage. Les 7 à l'époque, les 7 formes de gaspillage. Aujourd'hui, on parle de 8 formes de gaspillage. Mais la réalité est que réduire ou éliminer les formes de gaspillage ne peut pas se faire isolément de 2 autres variables qui sont la variabilité de la demande et la charge de travail qu'on demande autant à nos équipements qu'à nos humains. Mm-hmm. Et quand en Amérique du Nord, on a commencé à présenter qu'est-ce que c'était la méthode Toyota, on a vraiment mis l'accent sur les formes de gaspillage. Et là, on a baissé toutes les formes de gaspillage sans comprendre l'impact que ça pouvait avoir ou que l'impact de la variabilité de la surcharge pouvait avoir sur nos gaspillages. Donc, on a été comme à des extrêmes. Je pense que le Lean peut avoir une incidence importante sur la variabilité, mais en tout cas, c'est pas le but de la conversation aujourd'hui de toute manière, mais Lynn mentionne aussi quelque chose que je trouve super intéressant. Elle parle de la qualité comme étant un levier incontournable pour aider dans le développement durable et dans non seulement les humains, mais l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les départements de qualité, vous voyez une approche de développement durable qui commence à s'immiscer davantage dans qu'est-ce que vous faites au niveau de la qualité ou c'est encore séparé, c'est encore des équipes séparées qui travaillent ces éléments-là? Mais c'est drôle parce que j'ai déjà fait une présentation sur le fait que le professionnel de qualité, le directeur de qualité, souvent, surtout pour une plus petite entreprise, se trouve à porter le chapeau de soutenir les efforts de répondre à des questionnaires de responsabilité coopérative sociale coopératif, des exercices de répondre, puis c'est sûr que j'allais chercher de l'information de mes collègues, mais la fameuse ESG, donc environnement, social, gouvernance, on est impliqué. On ne peut pas s'en échapper. Ce n'est pas juste la qualité du produit ou du service, effectivement. Ça va au-delà de ça maintenant. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une plus grande implication des équipes qualité? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ESG puis qu'on parle de la responsabilité sociale des entreprises, toutes les entreprises savent qu'elles doivent le travailler, qu'elles doivent faire des efforts dans ce lien-là, mais le pourcentage d'entreprises qui a vraiment fait le saut puis qui a commencé à s'impliquer dans ces activités-là est encore très bas.
Est-ce que tu penses qu'avec les besoins grandissants au niveau de développement durable, est-ce que les équipes de qualité vont avoir des apprentissages nouveaux à aller chercher ou des connaissances nouvelles à aller chercher pour être capable d'intégrer cet aspect-là dans la gestion de la qualité aussi? Oui, effectivement, ça va être, mais ça s'apprend. Ça va être encore des standards, des objectifs à comprendre et après ça, participer à regarder les processus qu'on applique pour voir où est-ce qu'on peut l'améliorer ou adresser ces objectifs-là. Donc, ça va prendre une formation. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont plus intégrés dans cet élément-là à temps plein, mais souvent, le professionnel de qualité, c'est son avantage. Quand il fait des audits internes et tout, il regarde une panoplie de processus qui se parlent entre eux. Donc, il est avantagé à être capable de participer pour voir c'est où on a des opportunités d'améliorer les affaires. Donc, quand on parle d'excellence opérationnelle, Raymond, la qualité veut pas, en fait partie. Pour moi, il y a beaucoup d'autres choses qui se rajoutent à tout ça, donc qui nous sommes comme organisation, comment on veut fonctionner, avec qui on travaille. Je pense que nos partenaires, nos employés, nos équipes, nos partenaires, nos actionnaires sont aussi importants. Est-ce que tu vois un lien ou quel est le lien que tu vois entre la gestion de la qualité dans les organisations versus l'excellence opérationnelle? C'est l'excellence opérationnelle, pour moi, c'est vraiment d'opérer d'une façon efficace et compréhensif, d'entreprendre tous les paramètres qui sont différents. Donc, quand on parle d'un professionnel de qualité, on est porté à penser taux de rejet des produits, le taux de retour des produits, tout par rapport au service, satisfaction du client et tout. Reste qu'il y a d'autres paramètres qui vont rester quand même importants pour l'entreprise, qui font partie d'une performance opérationnelle, entre autres des finances. Il faut être rentable, sinon ce n'est pas une solution. La satisfaction des employés, le pouls de ce qui se passe, la visibilité de l'entreprise auprès de la société. Si elle est mal vue, c'est que c'est un facteur qui est important à prendre en considération. C'est pour ça que beaucoup de gens s'impliquent maintenant par rapport à l'environnement parce qu'ils veulent au moins paraître comme quoi qu'ils font de quoi. Dans certains cas, il y a ce qu'on appelle du greenwashing ou ce que OK, c'est pas vraiment là, mais il y a des compagnies qui le prennent vraiment au sérieux, qui ont fait une analyse puis qui veulent se démarquer à ce niveau-là. Et souvent, ça fait partie de l'équation. Oui, tout à fait. Mais tu vois, moi, il y a une couple d'éléments qu'on a discuté depuis tantôt que je vois qui font un lien intéressant avec l'excellence opérationnelle, de la manière que moi je l'aperçois. C'est que l'excellence opérationnelle, en fait, opérationnelle / organisationnelle, n'est pas liée juste à un département, c'est lié à comment l'organisation se positionne, comment elle fait les choses, qu'est-ce qu'elle fait aussi. Mais quand on regarde aussi l'impact de l'industrie 5.0 qui s'en vient, où on continue à parler d'automatisation, mais où ça va être plus une collaboration machine-humain, où on parle d'un impact positif sur l'environnement. Donc, on va remettre à l'environnement plus de ressources que qu'est-ce qu'on va consommer et qu'on vise d'augmenter l'agilité et la résilience des organisations, la gestion de la qualité par le fait qu'on fait une gestion de risque, qu'on fait des actions préventives. Est-ce que tout ça ne nous permet pas aussi d'être plus agile et d'être plus résilient dans les organisations? Ben oui. Il y avait une stratégie dans les années 80, ce qu'on appelait safety stock, où on investissait dans l'inventaire pour être sûr qu'on en avait assez pour faire des choses, mais ça venait à un coût. Oui. Donc, naturellement, la progression après ça, c'est d'aller obtenir de l'information sur nos ventes et utiliser toute cette complexité des recettes, si on veut, les bill of materials, les recettes de comment on fabrique quelque chose pour voir si on prévoit ça, voici ce qu'on a de besoin, voici ce qu'on devait commander à l'avance et on pouvait se permettre d'avoir des inventaires moins élevés. C'est l'utilisation intelligente de l'information qui est donnée pour être capable d'être plus efficace et ça prend moins d'espace. Oui.
d'entreposage et ça coûte moins cher d'investissement d'argent dans les inventaires, qui est des fois important parce que ces inventaires-là, si jamais il y a un changement de produit ou quelque chose comme ça, peuvent tout à coup ne plus être nécessaire. Oui, mais tu disais dans les années 80, malheureusement, dans les années 2020, c'est revenu aussi parce qu'avec la variabilité qu'il y avait dans la capacité de s'approvisionner pendant la pandémie, beaucoup d'organisations ont délaissé le just-in-time pour mettre en place le just-in-case. Ouais. Donc, les safety stocks ont augmenté énormément dans beaucoup d'organisations et là, c'est pas pour rien qu'on voit la multiplication d'entrepôts 3PL un peu partout, que moi, mon hypothèse, c'est que d'ici 2-3 ans, ces entrepôts-là vont être vides parce que les stocks vont être revenus un peu plus à la normale. Mais c'est pas juste dans les années 80 qu'on a vu ça, on l'a revu là, récemment. Oh oui, regarde, je le sais, on a une multitude de produits et on n'a pas le choix, mais on utilise quand même. Et puis, c'est pas manuel, là. Il faut vraiment que ça soit automatisé ou aidé par des systèmes de planification de ressources d'entreprise, ERP. Oui. Oui. Où ce qu'on peut viser les types de matériaux qu'on va entreposer, basé sur le volume prévu, basé sur le risque de la chaîne d'alimentation. Donc, c'est naturellement si ça prend plus de temps ou ça vient d'un pays qui est plus sujet à avoir peut-être des disruptions, on va se protéger un petit peu plus. Puis dans d'autres cas, on va se risquer d'être un peu plus bas. Donc, mais c'est complexe tout ça. Là. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas le faire manuellement. Là. On n'a pas une centaine de personnes à attribuer à ça. On utilise la technologie pour être capable de le faire d'une façon efficace. Oui, c'est là où le machine learning puis l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider beaucoup après que nous, on repasse par-dessus pour bien comprendre qu'est-ce que la donnée a dit puis y apporter des notions plus, ce qu'on disait tantôt, les commentaires plus subjectifs à la donnée. Donc, oui, effectivement, c'est un endroit où on peut vraiment apporter des changements. Je ne sais pas, Raymond, si tu vois le commentaire d'Éric concernant la dominance des entreprises japonaises. Moi, l'automobile, c'est pas le milieu que je connais le plus. Fait que le APQP et le PAPP, est-ce que tu sais c'est quoi? Il fallait que je travaille là-dedans quand j'étais dans une compagnie de choses de RF, Radio Frequency. APQP, je pense que c'est Acceptable Quality. Non, je sais que le QP, c'est Quality Plan. OK. PAPP, c'est Product Approval Part Process. Le PAPP, c'était un questionnaire ciblé qu'on utilisait avec nos fournisseurs, que s'ils avaient à livrer des morceaux, mais on disait, OK, faites un prototype de 10. Et voici les paramètres qu'on veut que vous nous confirmez, les mesures, les performances, les tests, les choses comme ça. Donc, c'était une façon, dans le fond, de travailler avec le fournisseur pour s'assurer qu'un échantillonnage qui devrait représenter qu'est-ce qu'ils étaient pour nous fabriquer était pour être acceptable pour notre processus. Donc, l'industrie automobile, naturellement, il faut que les morceaux rentrent un dans l'autre. Oui. C'était assez important. Puis, APQP, c'est vraiment c'est une série de processus comme le PAPP qui est impliqué là-dedans. Donc, c'est comme un assemblage de pratiques de qualité. OK, merci. Dernière question sur... Éric vient de corriger, c'est PPAP. Product Merci, Éric. Production Part Approval Process. Oui, c'est parce que quand j'ai essayé de le dire en l'alignant avec les choses, c'est pour ça que j'ai appris ça. Merci, Éric. Et c'est Advanced Product Quality Planning. Merci beaucoup. Une compagnie qui n'a pas encore entamé une culture vers la qualité, qui n'a pas encore mis de l'avant le côté qualité prépondérant comme on vient de discuter, ce serait quoi les suggestions que tu pourrais leur faire sur comment intégrer la gestion de la qualité dans leur organisation? OK. La première étape, ça vient vraiment au niveau de la direction. Il faut vraiment que les leaders, les propriétaires de l'entreprise comprennent, qu'ils fassent leur recherche, qu'ils comprennent la valeur qu'une approche de qualité pourrait les amener et qu'ils s'engagent à le soutenir. Après ça, il y a des professionnels de qualité à travers de la province
de disponibles. Il y a des réseaux comme ASQ, LinkedIn, beaucoup de connexions qu'on peut obtenir des idées. Il y a toutes sortes de techniques différentes, mais avant d'adopter une technique, c'est vraiment de s'engager et d'être convaincu qu'une approche qualité va améliorer les affaires. Et après ça, d'aller chercher de l'aide, des consultants, un peu comme toi là, en termes de qu'est-ce qui serait plus pertinent pour mon entreprise. C'est quelqu'un qui va APQP puis qui fabrique des choses moulues qui ne sont pas dans des industries aérospatiales ou automobiles. Peut-être que toutes ces technologies-là, ces affaires-là, c'est pas vraiment le plus pertinent. Ça serait peut-être une approche gestion intégrale de la qualité ou même tout simplement une adoption de ISO 9001 pour s'assurer qu'il y a un système rigoureux et soutenu. Donc, tantôt aussi, tu parlais de l'importance de comprendre les critères au niveau de la clientèle. Fait que quand on embarque dans une démarche comme ça, il faut aussi comprendre notre clientèle recherche quoi et si on a des critères réglementaires que l'on doit suivre aussi. Il faut vraiment comprendre notre industrie, l'industrie qu'on veut soutenir. L'alimentation, le pharmaceutique, l'aéronautique, l'automobile, ils ont tous des medical devices, des appareils médicaux. Ils ont tous des standards très exigeants, ils ont des réglementations additionnelles. Il faut vraiment bien comprendre dans l'industrie qu'on joue, qu'est-ce qu'on a besoin de rencontrer et se mettre un plan de match là-dessus. OK. Quand je t'écoute parler des critères pour mettre ça en place, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien étroit à faire entre la gestion de la qualité dans une organisation et sa stratégie. Donc, les choix stratégiques que l'organisation va faire doivent inclure la qualité. Ça doit faire partie, c'est pas un à côté qu'on met après, mais ça doit faire partie de la stratégie de l'organisation et ça doit faire partie des indicateurs qu'on va mettre en place pour suivre le progrès de notre stratégie. Oui. Quelqu'un m'avait posé la question, c'était quoi un balance scorecard? Oui, un tableau de bord équilibré. Et puis, effectivement, j'ai dit c'est que c'est un outil de qualité, mais qui englobe beaucoup plus de paramètres. Donc, ça va sans dire, c'est supposé être les paramètres les plus importants pour l'entreprise, dont la qualité devrait en faire partie, dont la santé et sécurité, si c'est pertinent dans l'entreprise, devrait en faire partie. Donc, naturellement, les chiffres financiers ou les choses par rapport à la rotation de personnel, donc des paramètres ils rentrent tout, ils figurent tout là-dedans. Donc, effectivement, mais la qualité fait partie de sa stratégie overall. Si elle ne fait pas partie, il y a un disconnect et puis effectivement, une perte de compréhension de tout le monde travaille dans leur silo finalement. C'est la qualité qui permet de vraiment avoir des processus à travers des départements qui encouragent le travail ensemble. OK. Ben, finalement, j'ai une autre question. Est-ce que mettre en place aujourd'hui un système de gestion de la qualité peut aider à créer un avantage concurrentiel ou est-ce qu'aujourd'hui, l'avantage concurrentiel ne passe plus par la gestion de la qualité parce que c'est déjà trop présent dans la majorité des industries? Donc, j'hésite à dire que ça donne un avantage concurrentiel dans le sens que, effectivement, beaucoup de compagnies, c'est devenu un standard. Mais si on ne l'a pas, on est désavantagé. Donc, ce n'est pas un avantage concurrentiel, on est déjà désavantagé en partant. Mais l'idée, c'est pas juste. Et ça ne devrait même pas être particulièrement pour l'avantage concurrentiel. Je sais qu'on veut vendre plus et tout, mais c'est vraiment pour mieux gérer notre entreprise. Le but, c'est vraiment l'efficacité et la fiabilité de l'entreprise elle-même et ses processus. Ça rentre très bien dans la responsabilité des entreprises, la responsabilité sociale des entreprises en quelque sorte aussi. Hein? Absolument. Absolument. Une partie des exigences ISO 9001, c'est justement d'identifier ce qu'on appelle les stakeholders différents. Les parties prenantes. Et les parties prenantes, et puis ça inclut les employés, ça inclut la société, les villes dans lesquelles on opère, nos marchés, donc, et la clientèle naturellement aussi.
Raymond, ce que moi je retiens de notre entretien, en fait, je retiens 3 choses. La première, c'est que la qualité, tout comme l'amélioration continue, tout comme la santé-sécurité, tout comme la gestion de l'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est pas la responsabilité d'une équipe qualité, c'est la responsabilité de tout le monde dans l'organisation et des parties prenantes externes comme les fournisseurs, les actionnaires, les clients. C'est vraiment la responsabilité de tous de s'assurer qu'on fait une bonne gestion de la qualité. Le deuxième élément que je retiens, c'est que c'est une approche systémique. C'est pas une approche isolée juste à la production ou juste aux ventes, mais c'est vraiment une vision holistique de l'entreprise et des parties prenantes pour être capable de faire progresser, d'avancer la connaissance nécessaire pour aller plus loin en qualité et continuer à s'améliorer aussi comme entreprise qui gère la qualité. Et le troisième élément, en fait, il y a 3A et 3B si on veut, mais le 3A, c'est l'importance du leadership de l'équipe de gestion pour cibler c'est quoi la grande vision que l'on veut donner à l'équipe, c'est quoi la vision du futur que l'on veut créer par rapport à la gestion de la qualité, mais qui est liée à une stratégie qui est mon 3B, qui est liée à une stratégie globale de l'organisation où la qualité n'est pas encore une fois un à côté, mais la qualité fait partie de ce que l'entreprise désire être et comment elle veut se positionner sur un marché, pas nécessairement pour aller chercher de l'avantage concurrentiel, mais plutôt pour respecter ses propres responsabilités sociales et s'assurer que ce qu'elle amène dans le marché respecte la qualité, mais respecte les critères de leur industrie et de leur clientèle. Mm-hmm. Donc, il veut dire les exigences et les besoins. Oui, effectivement. Parfait. Bien, Raymond, je te remercie énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui. Aussi, je voudrais remercier ASQ Montréal pour la participation à l'épisode d'aujourd'hui. Comme j'ai dit au tout début de l'épisode, au mois de novembre, c'est le mois de la qualité chez ASQ. Alors, je vous encourage, on vous encourage grandement à penser qualité dans vos organisations, à parler avec vos équipes sur la qualité, qu'est-ce que chacun peut faire pour franchir une étape de plus en gestion de la qualité. Entre-temps, on vous retrouve dans quelques semaines, le 13, si je ne me trompe pas, ou le 15 décembre, excusez-moi, je n'ai pas la date en tête, mais à la mi-décembre, bien sûr, avant les fêtes, on ne parlera pas de tout ça pendant les fêtes, mais on vous retrouve à la mi-décembre où on va parler de la sécurité psychologique et de l'impact de la sécurité psychologique dans l'excellence opérationnelle. Alors, Raymond, merci énormément. Passe une très belle journée et à bientôt. À tout le monde aussi. Merci beaucoup.